pas tout à fait avec la même approche évidemment. Il a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle et se présente comme l'alternative à François Hollande. Alors est-il prêt à sauter la case primaire? Ira-t-il jusqu'au bout? Vous nous répondrez dans un instant, Arnaud Montebourg. D'abord les réactions du jour, après vos attaques contre le chef de l'État. Regardez. J'ai envie de faire une petite paraphrase. Il ne faut pas tomber dans l'abaissement improductif. Il faut rester dans le redressement productif. Je dirais à mon ami Arnaud, voilà, il ne faut pas tirer contre son camp, parce que finalement, le vrai débat, ce sera entre la gauche et la droite, et ce gouvernement aujourd'hui défend la gauche. Je pense qu'on peut s'exprimer sans être dans l'outrance, et tout ceci peut créer un climat assez négatif qui ne rapportera pas grand-chose à ceux qui sont dans cette outrance. Vous entendez ces critiques, Arnaud Montebourg, bonsoir. Est-ce que vous êtes populiste et est-ce que vous êtes dans l'outrance vis-à-vis du chef de l'État? Je propose, c'est un discours... Vous avez été très virulent hier soir. J'ai déclaré ma fidélité finalement aux engagements que nous avions pris devant la population en 2012 et que nous avons partagés. Mais j'ai aussi expliqué que je souhaitais proposer une réinvention de notre pays. Il y a un autre chemin possible. Donc c'était un travail avec les Français. Et je crois que la proposition que je fais, c'est un discours de proposition que j'ai fait, est un discours qui vise à construire. Alors, on va voir un sujet dans un instant sur vos mesures concrètes, sur l'économie notamment. D'abord, un mot sur le cadre de votre candidature. Serez-vous candidat à cette primaire que vous avez tant défendue il y a encore peu? Je suis d'abord candidat devant les Français parce que l'élection présidentielle, c'est un dialogue direct avec un homme qui propose, ou une femme, et qui propose un chemin. Je propose un chemin. Néanmoins, je suis un des promoteurs de la primaire, j'ai même participé à son invention il y a quelques années, donc je suis favorable à la primaire. Il suffit qu'elle soit équitable, sérieuse et loyale pour que nous prenions la décision. Nous avons encore le temps pour l'instant. Donc vous serez plutôt candidat dans le cadre de la primaire. primaire. Mais nous n'avons pas les informations. Des choses. Je n'ai pas d'informations ni de décision à prendre maintenant puisque nous ne connaissons pas les modalités d'organisation. Alors je vais tourner ma question à l'inverse. Si le cadre ne vous plaît pas, ça veut dire que vous êtes prêt à quitter le Parti socialiste et à vous présenter coûte que coûte contre François Hollande s'il est candidat de cette primaire? Je crois que la situation est suffisamment grave dans le pays que nous ne puissions pas laisser faire les choses et aller. Nous avons besoin de montrer aux Français qu'il y a d'autres solutions pour notre pays que celles qui ont prévalu jusqu'à présent depuis maintenant un certain temps, et assez longtemps d'ailleurs, puisque finalement on a le sentiment que la droite, la gauche, les alternances passent, mais les politiques se ressemblent. Mais vous comprenez pourquoi je vous pose la question? Ma question, c'est est-ce que vous irez jusqu'au bout? Il y a 4 ans, vous avez été candidat à la primaire, vous avez montré aussi un autre chemin. Et puis, finalement, vous êtes rallié à François Hollande et vous êtes devenu son ministre. Est-ce que, ce coup-ci, on peut vous croire? Et la réponse à votre question est oui. Je suis déterminé à défendre des propositions alternatives pour réinventer la France. Nous avons un pays qui a perdu de sa substance, qui est en train de s'affaisser, et nous avons besoin de le reconstruire et de le relancer. Le monde ne nous attend pas, nous avons perdu beaucoup de temps. Les 5 prochaines années seront décisives et si nous ne nous ressaisissons pas, nous pouvons risquer très gros, et y compris une fragmentation de notre pays qui est en train, on voit les tensions monter. Alors, vos mesures, de façon très dure. Vos mesures justement, et on va en parler de ça aussi. On va s'y arrêter un instant, beaucoup sur le changement institutionnel, un peu aussi sur l'économie et les grands thèmes régaliens, programme crédible et chiffrable. On s'est posé la question avec Jean-Baptiste Marteau et Philippe Boissry. C'est le cœur du projet d'Arnaud Montebourg, laisser filer les déficits pour financer ses promesses. C'est la fin de la limite fixée à 3% du PIB. Une mesure totalement contraire à tous les traités signés par la France depuis 25 ans. L'ancien ministre de l'économie promet également d'annuler l'ensemble des hausses d'impôts votées depuis 2011, un coût estimé à 50 milliards d'euros. Pour la financer, Arnaud Montebourg ne propose aucune mesure de réduction des dépenses de l'État. Autre proposition, l'attribution de 80% des marchés publics aux PME françaises. Là encore, cette mesure protectionniste est contraire aux principes de l'Union européenne, illégale à l'heure actuelle. Arnaud Montebourg, comme plusieurs responsables de gauche et de droite, souhaite le rétablissement du service militaire obligatoire. Son coût est estimé à 4 milliards d'euros par an, un montant jugé très élevé auquel il faudra rajouter la construction de casernes pour loger les appelés.
Enfin, le candidat Montebourg milite pour une 6e République. Septennat non renouvelable pour le chef de l'État, entrée de citoyens tirés au sort au Sénat, ou encore réduction du nombre de députés. Principal avantage de ce volet institutionnel, il ne coûte quasiment rien. Alors voilà, on voit beaucoup de dépenses, peu de recettes, c'est un choix aussi. Est-ce que ce soir vous êtes en capacité de nous donner un chiffrage précis de votre programme? D'abord, c'est un programme qui doit être chiffré, qui le sera lorsqu'il sera complet. Je voudrais vous dire que comme dans les entreprises, on s'intéresse parfois à ce qui coûte, mais aussi on doit s'intéresser à ce qui rapporte. Vous avez des comptables qui font attention aux dépenses et des investisseurs qui se disent si je dépense, c'est pour que ça me rapporte. Donc dans ce programme, qu'est-ce qui rapporte dans votre projet? Eh bien, par exemple, la banque d'encouragement au risque. C'est une manière de financer des projets pour les petites entreprises, les start-up, les PME qui aujourd'hui ne sont pas financés par le système financier et bancaire. Cela provoque de l'activité. Donc des rentrées de recettes. Les marchés publics, c'est de l'argent de nos impôts qui vont revenir aux PME. Vous dites que c'est illégal, mais nous avons... l'état actuel des choses, selon le texte de Oui, Bruxelles, c'est illégal. Les textes, toujours. Mais pour moi, la question avec l'Union européenne doit être traitée politiquement. Nous ne sommes pas les gérants d'une succursale appliquant des règles de droit décidées par des juristes à Bruxelles. Nous avons maintenant à reprendre notre destin en main. Et en effet, il y aura une confrontation avec l'Union européenne. L'assurance vie investie dans les PME, c'est du capital, donc de l'argent investi dans les entreprises. Ça ne coûte rien. Je pourrais continuer comme ça, former les chômeurs. Donc on va pas creuser les déficits avec de toute façon, je vais vous dire, Arnaud Montebourg comme président de la République. Je vais vous dire, vous avez aujourd'hui 82 économistes qui proposent une relance de 40 milliards d'euros. Moi, je propose d'annuler pour les classes moyennes et classes populaires, ça n'était pas tout à fait exprimé ainsi, toutes les hausses d'impôts qui les ont frappées injustement. D'abord parce qu'elles y ont perdu du pouvoir d'achat et qu'on a fait payer aux classes moyennes et classes populaires le prix de la crise, alors qu'elles n'ont aucune responsabilité dans celle-ci. Donc nous en financerons une partie par l'évasion fiscale, c'est justice là aussi. Donc il y aura un chiffrage précis. Bien entendu. Et l'autre partie, c'est tout ce qui rapporte. Oui. Je voudrais qu'on dise un dernier mot, si vous le voulez bien, sur les crispations identitaires qu'on observe en ce moment dans le pays, le débat sur l'islam, cette polémique du Burkini. On ne vous a pas entendu sur ces sujets-là. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez, comme Jean-Pierre Chevènement, dont vous vous êtes vraisemblablement beaucoup inspiré, enfin vous le revendiquez régulièrement, que les musulmans de France doivent être discrets, faire preuve de discrétion? Je crois que nous avons 3 sujets dans la campagne présidentielle et pour les années à venir qui sont fondamentaux. Point de vue, Arnaud Montebourg, je vais vous le donner. sur cette question. 3 sujets. Il y a un front qui est fondamental, c'est le terrorisme. Donc tout ce qui peut diviser les Français est de nature à nous affaiblir. Si je propose le rétablissement du service national civil et militaire, c'est précisément pour refaire France. Mais le Burkini, par exemple, vous comprenez les arrêtés municipaux ou pas? Quel que soit, je comprends qu'on se divise pour des affaires subalternes de tenue vestimentaire. Vous trouvez ça subalterne? C'est subalterne. En revanche, ce qui est fondamental, les attaques terroristes, une organisation criminelle qui attaque notre pays, qui utilise d'ailleurs nos tensions identitaires à l'intérieur de notre pays. Donc notre travail, c'est de refaire France, de nous unir. Et le service militaire va y contribuer. Que vous soyez juif, musulman, riche, pauvre, peu importe. Vous aimez la France et vous la servez. Et on aura l'occasion d'en reparler puisque la campagne ne fait que commencer. Merci infiniment Arnaud Montebourg d'avoir été ce soir avec nous sur le 20h de France 2. La grande inquiétude à présent des professionnels du tourisme. Le bilan de l'été sera dévoilé demain et il s'annonce mauvais selon les premiers indicateurs. La fréquentation est en forte baisse, y compris à Paris. Et c'est là la grande nouveauté. Les restaurateurs ne font pas le plein, les magasins sont désertés. Les explications avec Alexia Mayer et Laure Herpeux. Paris. L'an passé, la capitale a fait rêver près de 47 millions de touristes. Mais cette année, les vacanciers étrangers semblent bouder la capitale. Il y a beaucoup moins de monde. J'ai demandé à mon mari, mais que se passe-t-il? Quand on est venu en 2012, il y avait tellement de monde. Ce que je veux, c'est avoir des rues vides pour faire de belles photos. Montmartre, c'est encore plus beau comme ça. En pleine saison, ces marches devant le Sacré-Cœur sont habituellement noires de monde. Le risque d'attentat a dissuadé certains visiteurs. Quand j'ai pris le métro, j'ai pensé, et si quelqu'un faisait sauter une bombe? Tous les secteurs sont touchés. Dans ce musée, ancien atelier de Renoir au cœur de Montmartre, c'est la première fois que les touristes étrangers sont venus moins nombreux. On a une baisse sur le touriste européen d'à peu près moins 11%. Au global, on est à moins 15% des touristes étrangers sur la période de l'été, juin, juillet, août.
Sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, Japonais, Américains, Émiratis sont également moins présents. Ces touristes, c'est la clientèle de Franck Blanchard. Il vend ici des journaux et des souvenirs depuis de nombreuses années. On travaille avec des hôtels. Certains hôtels nous commandent beaucoup moins de journaux qu'auparavant, ça c'est sûr. Les hôtels ont souffert d'une baisse de 10% de fréquentation au mois de juillet dernier. Et ce sont les établissements de luxe qui enregistrent la plus forte baisse. Alors c'est une baisse des réservations d'une part et puis aussi d'autre part des annulations qui se sont produites bien sûr après le tragique événement du 14 juillet. Mais les attentats ne sont pas la seule cause. Le Brexit et les grèves à répétition ont également eu un impact sur le tourisme cet été. Notre enquête conso